Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vous propose de découvrir ensemble la librairie jQuery. Donc dans le cadre de votre apprentissage du JavaScript, il y a de fortes chances que lorsque vous allez poser des questions sur internet ou que vous allez chercher des modules particuliers, vous tombiez sur cette librairie-là. Aussi, je pense qu'il est important de vous montrer de quoi il s'agit pour que vous sachiez de quoi il en retourne. Alors jQuery, c'est une librairie qui a un petit peu plus de 10 ans maintenant et qui, comme son slogan l'indique, permet d'écrire moins de code et d'en faire plus. Alors globalement, qu'est-ce que ça veut dire ? Le problème, c'est qu'il y a quelques années de cela, les navigateurs avaient des API complètement différentes. Et lorsque l'on voulait faire quelque chose en JavaScript, on se retrouvait malheureusement très souvent à écrire plus de conditions pour gérer les différents navigateurs qu'à écrire réellement du code. Donc le principe du jQuery, c'est justement de se dire, on va arrêter de s'embêter avec toutes ces conditions-là, je vais vous fournir une librairie qui derrière fait toutes ces conditions-là. Et vous allez avoir une manière simple de travailler avec le JavaScript. Et c'est cette idée-là qui a gagné beaucoup en popularité et qui a fait qu'aujourd'hui, lorsque l'on parle de JavaScript côté navigateur, on a du mal à le séparer de jQuery. Au point même que lorsque l'on parle de JavaScript qui n'utilise pas de framework, on est obligé de préciser souvent « je veux faire du vanilla JavaScript ». Vanilla JavaScript, ça veut dire qu'on fait du JavaScript sans utiliser de framework. Souvent, lorsque vous dites « j'ai un problème en JavaScript », les gens pensent même qu'on a un problème en jQuery. Donc c'est une librairie qui est incontournable. Maintenant, est-ce qu'elle est toujours utile aujourd'hui ? Je dirais que partiellement, c'est-à-dire que les API côté navigateur, et notamment l'apparition du Query Selector et du Query Selector All, ont permis de rendre la sélection d'éléments et la manipulation du DOM beaucoup plus simple. Ce qui fait que des librairies telles que jQuery sont moins nécessaires. Ceci étant dit, si vous avez besoin d'écrire du code qui est compatible avec des vieux navigateurs, ça peut toujours être intéressant. De manière générale, parfois aussi, vous pouvez avoir besoin d'un plugin qui va utiliser jQuery, et du coup, quitte à l'importer, autant l'utiliser. Alors, ceci étant dit, je vous propose de faire un petit tour du propriétaire et de voir comment ça fonctionne. Donc jQuery a actuellement plusieurs versions, donc on a la version 1, 2 et 3, donc ces versions cohabitent en même temps, c'est-à-dire que même si actuellement on est à la version 3, la version 1 point quelque chose continue à être mise à jour. En général, la différence qu'il existe entre ces versions, c'est des petits changements au niveau des méthodes, mais aussi des drops de compatibilité, c'est-à-dire que dans les dernières versions de jQuery, ils ont dit, pour la version Internet Explorer 6, ça ne sert plus à rien de le supporter, ça sert à rien qu'on garde ce code-là et qu'on alourdisse en fait la librairie. Et du coup, ça a été retiré. Donc, vérifiez bien, suivant le niveau de compatibilité que vous voulez, quelle version correspond à vos besoins. De la même manière, aujourd'hui, avec la version 3, on a deux versions. On a une version qui est la version normale et on a une version slim. La version slim, c'est une version dans laquelle on a retiré la partie effet, qui nous permettra de faire des animations en JavaScript, et la partie Ajax, qui nous permettra, comme son l'indique, de faire de l'Ajax plus simplement. Donc pour utiliser cette librairie-là, il vous suffit de la télécharger, ou vous pouvez directement prendre depuis le CDN le lien. Nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va télécharger directement jQuery, et on va prendre la version compressée. Donc ça va télécharger jQuery.min.js que l'on va aller déplacer dans notre projet. Donc j'ouvre ce dossier-là et on va déplacer jQuery.min.js. Ensuite, il faut l'importer sur notre page. Donc on va le faire juste avant l'import de notre tabs.js dans notre cas. Donc au niveau de notre index.html, j'ouvre la balise script. Je vais lui dire que je vais charger jQuery. Alors c'est la version 3.1.1.min.js. Donc lorsque vous faites ça, lorsque vous importez ce script-là, automatiquement ça vous donnera accès à une nouvelle variable globale qui s'appelle jQuery. Donc si je réactualise la page index.html qui charge maintenant jQuery, alors non, je ne veux pas traduire ça, et que j'inspecte, dans ma console, alors je vais zoomer un petit peu, voilà, comme ça vous allez mieux voir, on a maintenant une variable jQuery. Et cette variable, comme on le voit, c'est une fonction. Elle peut aussi être appelée avec le raccourci $. $, c'est un alias en fait à jQuery. On voit que les deux correspondent. Du coup, lorsque vous voyez des questions où les gens mettent $, avec des parenthèses ou $, point quelque chose, c'est souvent lorsqu'ils parlent de jQuery. Alors, histoire de découvrir cette librairie, on va essayer de faire des choses simples. Imaginons, j'ai envie de prendre ces éléments-là. Donc, si j'inspecte, c'est tous les liens qui sont dans le UL tabs. Et pour tous ces liens-là, je veux mettre une couleur rouge. Donc si j'avais à le faire en JavaScript standard, je devrais d'abord sélectionner les éléments avec un document .query selector et j'utilise le query selector all. Je vais sélectionner tous les éléments qui sont dans la div tabs et qui sont des liens. Une fois que je les ai sélectionnés, je vais les sauvegarder dans une variable. Donc là, on va plutôt l'appeler links. Et ensuite, je les parcours. For
var i égale 0, i inférieur à links.length, et ensuite i++. Ce qui me permet d'obtenir chaque variable. Donc je fais var link égale links de i, et je me dis, bon, ben, j'ai envie de changer leur style, donc je fais link.style.color, et pour la couleur, je vais mettre du rouge. Comme ceci. Si j'essaie de réactualiser la page, je vois que ça fonctionne correctement. Avec jQuery, ça va être plus simple. Je vais commencer par commenter tout ce que j'ai écrit là. Et on est parti. D'abord, on utilise le sélecteur de jQuery. Donc pour utiliser ça, on fait jQuery et on lui passe entre parenthèses le sélecteur. Pour le coup, c'est relativement simple, ça fonctionne comme un query selector all. On utilise ici la même syntaxe qui ressemble à du CSS. Si vous avez besoin de plus d'informations sur l'ensemble des sélecteurs qui sont disponibles, ben vous pouvez vous rendre dans la documentation de jQuery. Donc c'est rangé par catégorie, vous avez de l'Ajax, la modification des attributs, du CSS, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et vous avez tout en bas, il faut descendre, Selectors. Et là, on vous explique comment vous pouvez sélectionner un élément. Donc si vous mettez par exemple un astérisque, vous sélectionnez tous les éléments. Vous pouvez sélectionner un élément qui a un attribut qui commence par une valeur, qui finit par une valeur. Et donc vous avez plein de choses. Donc là, hop, on a tout ça. Bon, parfois, on n'a pas forcément besoin d'autant de choses. Un sélecteur simple suffit dans notre cas. Ensuite, ce que je veux faire, c'est modifier le CSS. Donc, avec mon JavaScript standard, j'étais obligé d'utiliser une boucle. Mais dans le cas de jQuery, on n'est absolument pas obligé. On peut utiliser une modification directement sur un élément. Dans notre cas, nous, on veut modifier le style, donc le CSS. Et on peut utiliser ici cette méthode-là, CSS. Donc, cette méthode-là prend en premier paramètre la propriété. Et en second paramètre, on peut lui passer une valeur. Donc, par exemple, ici, je vais lui dire, je veux que tu changes dans le CSS la couleur. Et je veux que la couleur, ça soit la même chose que ce que j'ai précisé en haut. Si je sauvegarde et que je réactualise, je vois que j'obtiens le même résultat. Donc vous le voyez, ça permet d'écrire un code beaucoup plus simple. On n'a pas forcément à s'embêter avec des boucles, on n'a rien à faire. C'est directement jQuery qui va faire les choses. Et de la même manière, on peut utiliser l'alias ici $, pour être encore plus rapide. Donc de la même manière, si je veux par exemple récupérer le premier lien, donc vous avez dans le sélecteur, hop, donc c'était tout en bas, juste ici, il y a un sélecteur qui s'appelle $first. On va l'utiliser pour sélectionner le premier élément. Donc on va prendre le premier lien, et si je veux l'attribut, par exemple href, je peux faire .atr href. Et si je fais ça, alors là il faut que je mette un console.log, sinon je verrai rien, console.log. Et j'affiche cette valeur-là. Automatiquement, ça va me donner la valeur du premier lien. Bon, pour le coup, c'est un petit peu la même chose que ce que l'on ferait en JavaScript standard. Au lieu d'utiliser la méthode atr, on récupérerait l'élément, on ferait un get attribute. Là, dans ce cas-là, l'API côté navigateur, l'API native est assez similaire. Si on veut définir un attribut, on a la possibilité de changer. On a la possibilité de passer un second paramètre qui va permettre de dire ce que l'on veut faire. Si je fais ça, et que j'inspecte mon élément accueil, on voit que la propriété href a changé. Donc de la même manière, au niveau de la console, on voit aussi qu'on obtient cet élément-là. Donc lorsque vous faites une sélection d'un élément, hop, voilà à quoi ça ressemble. Ça ressemble comme ça à un tableau qui a une taille particulière, et à l'intérieur, mon premier élément est simplement un élément HTML. C'est-à-dire que si ici, je fais 0, et que je réactualise, ça va me donner un élément sur lequel je peux utiliser mes méthodes habituelles. Par exemple, si je veux l'attribut href, je le fais en utilisant l'API native du navigateur. Donc c'est pas quelque chose qui est non plus si magique que ça. L'avantage, c'est que on n'a jamais besoin de faire des boucles. De la même façon, si j'ai envie de modifier les classes des éléments, je peux sélectionner tous mes éléments qui ont tous mes liens, ou même tous mes alliés plutôt, hop, et leur dire, je veux que tu rajoutes une classe. Donc pour cela, j'ai la méthode add_class. Et je dis, pour tous les éléments, il faut que tu rajoutes la classe active. Et tous mes liens vont apparaître actifs. Il est aussi possible de partir d'un élément et de traverser un petit peu notre DOM, comme on l'avait fait avec le child node, children, first child, parent, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc par exemple, si je sélectionne mon premier lien, hop, si je lui dis je veux l'élément parent, comme ceci, ça va me donner un tableau de taille 1, et à l'intérieur, j'aurai mon premier LI, qui est bien l'élément parent au premier lien. Mais l'avantage, c'est qu'on a aussi des sélecteurs beaucoup plus simplifiés, tels que siblings, qui nous permet de donner tous les éléments qui sont au même niveau. Donc là, par exemple, ça ne sera pas au niveau du
premier lien, mais on va prendre le premier LI. Si je lui demande les siblings de ce LI là, ça nous donnera donc deux LI, qui est celui ici et celui à côté. Si vous voulez connaître l'ensemble des méthodes qui sont disponibles pour traverser le DOM, donc avancer, reculer ou aller à droite à gauche, entre guillemets, il faut que vous cherchiez traversing. Traversing, voilà ce qu'il vous donne. Vous avez children, closest, vous pouvez récupérer le contenu, each qui vous permet de faire une boucle pour parcourir chaque élément. Vous pouvez les filtrer, vous pouvez trouver des sous-éléments. Par exemple, vous pouvez dire, je veux que tu trouves le lien qui va se situer dans ce premier LI. Et ensuite, c'est tout ce que je veux que tu fasses. Et dans ce cas-là, c'est un petit peu stupide ici, je pourrais mettre directement A, ça serait la même chose. Mais dans ce cas-là, ça va bel et bien me donner ce lien-là. Donc de manière générale, vous avez beaucoup de méthodes. Vous les présenter les unes après les autres, ça n'aurait pas vraiment de grand intérêt. C'est à vous d'apprendre un petit peu à les utiliser suivant les cas et les besoins que vous avez. Là, je vous fais rapidement un tour d'horizon pour vous montrer la manière de fonctionner. Ensuite, on fera un exemple concret, mais globalement, c'est vraiment à vous d'expérimenter et d'essayer à ce niveau-là. De la même manière, si je veux rajouter un LI, comment ça va se passer? D'abord, je vais sélectionner mon premier UL. Donc je vais faire un var UL égale jQuery et je lui demande le premier UL. Donc UL de .first. Ensuite, je vais créer un nouvel élément. Donc pour créer un nouvel élément, on n'a pas une nouvelle méthode, on peut utiliser encore une fois cet objet jQuery. Donc on peut faire par exemple var li égale, hop, et là plutôt que de mettre un selector, on met du code HTML. Je veux un li, je vais lui donner par exemple la classe démo, ou la classe active. Et à l'intérieur, j'y mettrai un lien. Ce lien, je peux même le créer à côté. Donc je crée un lien, comme ceci, à href égale, on va lui faire pointer vers rien, salut. Si je veux rajouter l'élément A au LI, il suffit que je fasse li.append et je lui dis rajoute le A. Ensuite, je prends mon UL et je lui dis rajoute le LI à l'intérieur. Si je réactualise ma page, pouf, j'ai maintenant mon nouvel onglet qui contient le mot-clé salut. De la même façon, je peux lui dire je veux que tu le prépendes. Prepend, ça veut dire tu vas l'ajouter aux éléments, mais tu vas l'ajouter avant. Si je réactualise, ça donne l'onglet salut qui est situé en premier. De la même façon, je peux lui dire je veux sélectionner par exemple le premier élément. Donc on va lui dire je veux sélectionner le premier LI. Donc on va l'appeler first_li. Et je peux lui dire, je veux que tu rajoutes ce nouveau LI après le premier. Donc pour cela, je fais first_li.after et je vais rajouter le nouveau LI. Donc il y a plein de manières d'injecter de l'HTML. Et de la même manière, vous avez before qui vous permet d'ajouter l'élément avant. Ensuite, si vous voulez manipuler le contenu, donc par exemple, on va prendre le premier lien. Voilà. Si je veux modifier son contenu, j'ai deux méthodes plutôt pratiques. J'ai la méthode texte qui me permet de modifier le texte. Donc maintenant mon premier lien s'appellera salut. Mais j'ai aussi la méthode HTML qui me permet d'injecter de l'HTML et de modifier l'HTML à l'intérieur. Donc là pour le coup c'est pas très intéressant, mais voilà, ces deux méthodes sont plutôt utiles. L'avantage c'est qu'elles fonctionnent dans les deux sens. Vous pouvez l'utiliser pour injecter de l'HTML, mais si vous ne précisez rien, ce que ça va faire, c'est que ça va tout simplement vous retourner le code HTML. Et de la même manière, si vous utilisez la méthode texte, ça vous retourne le texte. Et beaucoup de méthodes de jQuery fonctionnent de cette manière-là. Si vous voulez un attribut particulier, vous pouvez lui demander l'attribut. Si vous lui passez un second paramètre, ça changera l'attribut. Si vous voulez connaître une propriété CSS, vous pouvez mettre ça et ça vous donnera la propriété CSS. Donc il y a beaucoup de méthodes à connaître à ce niveau-là. De la même manière, plutôt que de manipuler les éléments, comment ça se passe si on veut greffer un événement? Par exemple, moi je voulais détecter lorsque l'on cliquait sur cet élément-là. Là, on peut utiliser le sélecteur, donc on fait $. Ensuite, on fait notre sélection, donc on prend les UL qui ont la classe tabs, on va simplement sélectionner les éléments qui ont la classe tabs, et on va prendre les liens. On va lui dire, lorsque tu cliques, je veux que tu fasses quelque chose. En JavaScript standard, je serai obligé de sélectionner les éléments, ensuite de faire une petite boucle, de prendre les éléments les uns après les autres et de faire un link.addEventListener et faire le reste de mon code. Là, avec jQuery, on n'a pas du tout à s'embêter. On peut lui dire directement, je veux que tu écoutes le clic sur tous ces événements, sur tous ces éléments-là.
on peut le faire de deux façons. On peut lui dire lorsque, donc ça équivaut un petit peu au what event listener, clique, je veux que tu lances cette fonction-là. Vous voyez, c'est juste un changement de wording, mais le concept reste absolument identique. Et l'événement que l'on récupère, c'est la même chose que ce que l'on avait avant. C'est-à-dire qu'ici, si je clique sur cet élément-là, je me retrouve avec mon événement. Et je peux faire un prevent default si je veux annuler le comportement par défaut. Je peux faire un stop propagation si je veux arrêter la propagation. De la même manière, si je fais un console.log de this, ça va me donner l'élément sur lequel on a cliqué. Et attention, ça ne me retourne pas un élément au sens jQuery de l'élément, mais ça me retourne un élément classique, sur lequel je pourrais utiliser les méthodes traditionnelles. Si je veux convertir cet élément en élément jQuery, je peux utiliser la méthode jQuery et lui passer this en paramètre. Si je fais ça, lorsque je vais cliquer, j'obtiens plus un élément traditionnel, mais j'obtiens un élément jQuery. Voilà, et on retrouve la méthode init et tout le reste. Donc imaginons, je veux reprendre le concept des onglets. Lorsque je clique sur un élément, je dois lui rajouter la classe active et je dois retirer la classe active sur les éléments de même niveau. Pour rappel, ça ressemblait à ça traditionnellement. Alors je vais dire que c'est du JavaScript. Voilà, et on va essayer de séparer. Alors si vous vous souvenez, lorsque l'on cliquait sur un élément, donc on détectait le clic sur le A, on prenait l'élément parent, on récupérait la div, depuis la div on essayait de récupérer l'élément actif, c'était un petit peu le bordel. Vous allez le voir, c'est beaucoup plus simple avec du jQuery. Donc d'abord je dois détecter lorsque l'on clique sur ces onglets-là. Donc je vais utiliser le même sélecteur que tout à l'heure. Je lui dis lorsque tu cliques sur les éléments, je veux que tu lances une fonction. D'ailleurs, il y a même un raccourci pour ça. Plutôt que de faire en onClick, vous pouvez faire directement click. Et de la même manière, vous avez tout un tas de méthodes pour les événements. Si vous voulez connaître l'ensemble de ces méthodes, il faut se référer encore une fois à la documentation. Vous allez dans Events et vous avez tous les événements qui sont disponibles. Et vous le voyez, il y en a pas mal. Donc lorsque l'on clique, on va récupérer l'événement et on fera un event.preventDefault. Ça c'est traditionnel, on ne veut pas que le navigateur réagisse. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais stocker le lien sur lequel on a cliqué. Donc je vais faire $A égale this égale $ de this. Alors là, c'est une petite convention que je choisis. Vous pouvez ne pas être du tout d'accord avec moi, mais lorsque une variable fait référence à un objet jQuery, je mets $ devant. Ça me permet de faire la différence entre les éléments natifs et les éléments jQuery. C'est juste une petite astuce mémorielle, entre guillemets. Maintenant, je veux mettre la classe active sur le LI, qui est parent au lien sur lequel j'ai cliqué. Ce que je peux faire ici, c'est lui dire « Je veux que tu prennes le LI, ça sera mon lien, et je prends l'élément parent. » Maintenant, je peux lui dire « Je prends le LI, et je rajoute la classe active. » Si je fais ça, hop, je clique sur cet élément-là, et il obtient bien la classe active. Maintenant, je veux que les éléments de même niveau qui ont eux aussi la classe active la perdent. Mais là, je peux lui dire, je veux que tu prennes le LI, tu vas prendre les siblings, c'est les éléments de même niveau, qui ont la classe active, et je veux que tu leur retires la classe active. Alors par contre, il faut que je le fasse avant. Voilà, comme ceci. Si je réactualise, pouf, je vois que maintenant, on a ce système d'onglets qui fonctionne correctement et qui fonctionne peu importe l'onglet sur lequel on a cliqué. Donc pour le coup, il y a certaines choses qui nous permettent d'économiser beaucoup de temps, comme par exemple la méthode siblings. En revanche, ici, le add class, si j'avais mon li par défaut, il me suffirait de faire li.classList.add active. Et franchement, c'est quasiment similaire, hein, on ne gagne pas tant de temps que ça à écrire ça ou ça. Donc ça, c'est tout à fait vrai aujourd'hui. Aujourd'hui, le add class n'est pas forcément si pertinent que ça. Ça, c'est aussi rapide à écrire. Le problème, c'est que le class list a été rajouté qu'à partir d'Internet Explorer 10. Donc si vous avez besoin de supporter des plus vieux navigateurs, vous allez vous retrouver à rajouter des polyfills ou rajouter pas mal de conditions en disant si class list n'existe pas, il faudra que je fasse ça, ça et ça. Donc l'avantage, c'est que jQuery, vous n'avez pas à vous embêter avec la compatibilité, c'est lui qui gère. Lui, il vous offre cette API-là simple et vous l'utilisez sans vous soucier. En fait, vous écrivez le code en pensant plus à ce que vous voulez faire plutôt que de vous dire comment ça doit fonctionner derrière. Et ça, c'est le gros avantage. Maintenant, en revanche, si l'élément a déjà la classe active, il faut que je ne fasse rien.
Donc je peux lui dire si le li, if li a la classe active, je veux que tu ne fasses rien. Dans ce cas-là, tu fais un return false. Tu arrêteras l'exécution de la fonction. Maintenant, il faut que je récupère l'élément qui correspond à l'élément sur lequel on a cliqué. Donc, si vous vous souvenez, on avait mis au niveau du code HTML, chaque lien fait référence à un ID en particulier. Donc, par exemple, le home, c'est l'élément qui a l'ID home. Ensuite, mention, c'est l'élément qui a l'ID mention. Donc, il me faut récupérer le href qui correspond au lien sur lequel on a cliqué. Ben là, c'est très simple. Hein. On fait ici, hop, un var target. Et le target, c'est notre lien. Et on récupère l'attribut href. Donc ça va nous donner grosso merdo dièse home ou dièse mention ou n'importe quoi d'autre. L'avantage, c'est que cette chaîne-là, je peux l'utiliser comme sélecteur de jQuery. Comme ça me permettra de récupérer l'élément que je dois afficher. Donc là, c'est super simple. Hein. Hop. J'utilise le sélecteur de jQuery et j'entoure ça. Poum, poum, poum. Et pour l'instant, je vais simplement mettre un console.log de target. Et je vais lui mettre un $, devant pour pouvoir savoir que c'est un élément de jQuery. Si je réactualise, lorsque je clique sur mention, je vois bien que ça récupère bien la div mention. Div qui pour le moment n'est pas visible. Dans la partie TP que l'on avait fait, pour afficher cet élément-là, on utilisait du CSS. L'avantage, c'est que jQuery nous permet d'afficher ou de masquer un élément simplement en utilisant directement du JavaScript. Alors c'est un petit peu moins performant au niveau de l'animation, mais c'est plus simple après à l'utilisation, parce qu'on n'a pas forcément à écouter le transition end ou autre. Donc là, c'est à vous de voir, suivant les cas, si c'est pertinent ou non de le faire. Donc tout ça, c'est dans la partie effects, qui est du coup non disponible dans la partie si vous utilisez la version Slim. Donc on a Animate qui nous permet d'animer des propriétés et on a les fonctions plus connues qui sont Fade In et Fade Out pour animer avec un effet d'opacité. Et on a aussi Slide Down et Slide Up qui sont aussi pas mal populaires pour créer des systèmes d'accordéon. Et après on a une version sans animation qui est le Show et le Hide. Show d'ailleurs peut prendre en paramètre une durée, ce qui fera une sorte d'animation mais elle est jamais très très bien. Ça anime la hauteur et la largeur, ça fait un effet super bizarre. Je vais vous le montrer juste après. Donc nous, en l'occurrence, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut prendre l'élément en question et l'afficher. Donc ici, on va lui dire, hop, après avoir fait l'animation sur les onglets, tu prends la cible et tu l'affiches. Tu prends tous les éléments qui sont au même niveau et tu les masques, comme ceci. Et c'est tout ce qu'on a à faire. Si je réactualise, pouf, et que je clique sur mention, je vois que j'ai maintenant mon système d'onglets. Et vous le voyez, on a écrit très peu de code par rapport à ce que l'on avait écrit précédemment. Maintenant, si je veux mettre des animations, je peux préciser au niveau du show et du hide une durée en millisecondes. Par exemple, je vais utiliser 500 ici. Si je réactualise, pouf, je vois maintenant que j'ai cet effet d'animation. Et vous êtes d'accord avec moi qui est complètement dégueulasse. Si vous voulez un effet avec des slides, vous pouvez mettre un slide up. Alors c'est slide down plutôt pour afficher. Et slide up pour masquer. Si vous faites ça, lorsque vous allez faire votre animation, voilà ce que ça va donner. Et de la même manière, vous pouvez mettre un fade in pour afficher avec un effet d'opacité et fade out pour masquer avec un effet d'opacité. Si je réactualise, je vois ici que ça donne cet effet-là. Et on a le même problème que celui que l'on avait, c'est que nous on veut d'abord masquer avec un effet d'opacité et seulement après afficher l'élément. Donc si je regarde un petit peu comment fonctionne le fade in, donc là je cherche fade in, et que je descends, hop, vous pouvez préciser une durée et vous pouvez lui passer en second paramètre un callback qui sera une fonction à appeler lorsque l'animation aura fini. Donc vous pouvez lui passer en second paramètre une fonction à faire. Par contre, il faut bien faire attention à l'ordre. C'est d'abord, on veut masquer les éléments. Et dans cette fonction, lorsque le masquage aura fini, dans ce cas-là, je vais faire ça. Comme ceci. Je masque tous les éléments qui sont au même niveau et ensuite, j'affiche le nouvel élément. Si je réactualise la page et que j'essaie, je vois que malgré tout, ça me donne toujours le mauvais effet. Alors, il faut bien faire attention.
Si un élément est déjà masqué, ce qui est le cas de tous les autres éléments, il n'y a pas d'animation et du coup la fonction se lance directement. Donc moi je vais lui dire, je veux que tu lances cette animation que sur les éléments de même niveau qui sont visibles. Donc ça c'est un sélecteur qui est spécifique à jQuery qui permet d'indiquer je veux sélectionner tous les éléments visibles, donc qui ne sont pas en display none. Si je réactualise, maintenant, j'ai bien mon effet comme je l'avais dans l'effet original. Et encore une fois, on a économisé, on a écrit beaucoup moins de lignes. Et au passage, le Prevent Default ici, je peux l'enlever. Je veux laisser le changement au niveau du H. Enfin, si maintenant je veux gérer le dernier cas, c'est-à-dire lorsque l'on a un H et que je réactualise, il faudrait que ça affiche l'onglet mention par défaut. Mais là, je peux reproduire ce que j'avais fait dans la vidéo dans la partie TP. Donc on va lui dire, je vais créer une fonction. Donc on va appeler afficher onglet. Cette fonction prendra en paramètre l'élément, le lien, et en second paramètre la durée de l'animation. On va l'appeler duration. On va dire que si la durée n'est pas précisée, par défaut, on appliquera une duration de 500 secondes, de 500 millisecondes. 500 secondes, ça serait beaucoup trop long. Du coup, ce que je peux faire, c'est prendre tout ce code-là et le mettre dans ma fonction. Lorsque je clique sur un élément, je vais lui dire, je veux que tu affiches, donc tu fasses un afficher onglet, et tu afficheras l'élément qui correspond. Si je réactualise ma page, lorsque je clique, j'obtiens toujours le même effet. L'avantage, c'est que je peux détecter cette partie de l'URL dès le début. Donc on va lui dire, je sauvegarde le hash, ça sera window.location.h, donc là c'est du vanilla JavaScript entre guillemets. Si ce hash n'est pas vide, dans ce cas-là, je vais lui dire, il faut que tu récupères le lien qui correspond. Donc là c'est la même chose qu'avec le query selector. On va récupérer le lien en lui disant, c'est l'élément qui a l'attribut href qui est égal à la valeur du hash. Donc ici, oula, j'écris n'importe quoi, c'est la valeur du hash. Et ensuite, je vais faire simplement un console.log de $a. Et je fais attention au niveau des quotes pour que ça corresponde bien. Lorsque je réactualise, je vois bien que je récupère mon élément. Par contre, si je fais n'importe quoi et que je réactualise la page, là, je ne trouverai rien. Donc, si vous voulez vérifier qu'on a bien un résultat, vous pouvez lui dire, je veux récupérer la taille. Si ça vous donne une length à 0, ça veut dire que vous n'avez aucun élément. Donc ici, on va lui dire, si $a.length est supérieur à 0, ça veut dire qu'on a effectivement un lien qui correspond à cet élément-là. Et on peut même lui dire, allez, tiens, je veux sélectionner que ce qui est dans les tabs. Si j'ai bien un lien qui correspond, dans ce cas-là, je veux que tu affiches l'onglet. Et je fais afficher onglet. Et je lui passe en paramètre mon lien que j'ai récupéré grâce à mon sélecteur. Et je lui dis, je veux que la durée soit à 0. Si je réactualise, je vais sur mention, je réactualise mention et ça l'actualise bien. Par contre, il faut que je prenne en compte la durée au niveau de mes animations. Donc ici, je mettrai duration pour les deux. Ici, je réactualise, je vois que je n'ai pas d'animation au démarrage et après, j'ai une animation. Voilà, c'est un exemple, mais ça peut vous permettre comme ça de réorganiser le code. Si je le compare encore une fois à ce que l'on avait écrit en JavaScript natif, c'est beaucoup plus court. Alors je sais pas, je peux pas synchroniser les scrolls, c'est dommage. Donc notre fonction affichait l'onglet, on était obligé de récupérer l'élément, on voit qu'on galérait un petit peu à récupérer les éléments. Les class list, on en a beaucoup plus parce qu'on voulait faire l'animation en CSS, ce qu'on peut maintenant faire en JavaScript plus simplement. Donc là on a une logique complètement différente, donc ça serait de mauvaise foi de les comparer. On a le add et le remove, c'est ce que l'on a fait ici, le remove class et le add class. Si je descends pour sélectionner mes différents éléments et leur ajouter l'événement click, ce que l'on faisait ici, on voit que c'est beaucoup plus court. On a écrit l'équivalent de 4 lignes ici en 2 lignes. Et la partie H, pour vérifier, là on faisait un query selector, là on utilise un sélecteur de jQuery, et ensuite on vérifie la taille, alors que là on vérifie que la valeur n'était pas nulle. Donc globalement, au final la logique reste la même, c'est juste la manière d'écrire le JavaScript qui est différente. En JavaScript natif, on finira souvent par écrire 2-3 lignes, là où avec jQuery on n'en écrirait qu'une seule.
Alors maintenant, dernière petite chose, comment on fait de l'Ajax? L'Ajax, on avait vu, c'était la partie un petit peu chiante, il y avait beaucoup de lignes et beaucoup de choses. Avec jQuery, c'est extrêmement simple. Alors je vais créer une div, hop, tout en bas ici. Et dans cette div là, je vais mettre l'ID users. Et plutôt que mettre une div, même on va créer des LI. Et ce que j'aimerais bien faire, c'est récupérer des utilisateurs en Ajax. Donc on va utiliser JSON placeholder. C'est un serveur qui vous permet de faire des fausses requêtes Ajax. Donc là, on va essayer de taper cette page-là. Donc avec jQuery, pour faire de l'Ajax, c'est extrêmement simple. Si vous cliquez ici, dans la documentation, vous avez plein de méthodes un peu compliquées, mais ensuite vous avez les méthodes getJSON pour récupérer un JSON, post, load et autres. Alors celles qui sont très utiles, c'est la méthode Ajax qui vous permet de faire une requête Ajax de manière générale. Donc vous allez pouvoir lui préciser la méthode, les headers, les choses comme ça, comme on l'avait fait de notre côté. Ensuite vous avez des méthodes raccourcies. Les méthodes get et post vous permettent de faire directement une requête en get ou une requête avec la méthode post. C'est juste une manière un petit peu plus simple d'écrire les choses. La méthode load est un petit peu particulière parce qu'elle vous permet de récupérer de l'HTML et de l'injecter directement. Il y a un petit exemple qui est donné ici. Donc là, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je veux que tu charges cette page-là. Dans cette page-là, tu récupères l'élément qui a l'ID container et tu l'injectes dans la div result. Et tout ça, il le fait tout seul, avec cette simple ligne. Donc c'est voilà, un petit raccourci, il faut en avoir besoin, mais si vous en avez besoin, sachez que c'est là. Nous, on va faire quelque chose d'un petit peu plus spécifique, on va charger un JSON. Donc on peut utiliser pour cela la méthode getJSON, qui est en fait un simple raccourci vers ça. Voilà, donc ça vous permet d'éviter de faire appel à Ajax en mettant tout un tas d'options. Ou on peut aussi utiliser la méthode get, qui est un petit raccourci aussi vers ça. Si le serveur renvoie les bonnes en tête, la méthode get saura qu'il s'agit d'un JSON. Donc c'est ce que l'on va écrire. Donc on va regarder la méthode get, comment elle fonctionne. Elle prend une URL, les données à envoyer, la méthode de succès, donc lorsque l'on récupère le résultat, et le data type. Donc on est parti, hop, je vais écrire ici, je vais faire je veux que tu appelles en get l'URL qui était celle-ci. En second paramètre, je te passe un objet vide parce que je n'ai pas de paramètre à t'envoyer. Et en troisième paramètre, c'est une fonction de succès. Le problème, c'est que je ne sais pas ce qu'elle prend en paramètre ici, cette fonction de succès. Donc si je me réfère à la documentation, elle prend en premier paramètre les données. En second paramètre, elle prend le texte statut. Donc c'est 200 dans notre cas. Et ensuite, l'objet JQXHR, qui est un objet particulier, qui est un objet un peu plus complexe que l'objet XHR de base. Et pour l'instant, on ne va pas s'embêter, on va loguer ces trois informations. Ou même, on va mettre plutôt un debugger. Voilà, histoire de mettre un point d'arrêt, ce qui nous permettra de mieux comprendre. Donc je réactualise la page. Mon point d'arrêt fonctionne correctement. Je vais mettre ça en bas. Donc je vais débugger un petit peu. D'ailleurs, on va essayer d'agrandir la fenêtre, sinon on n'aura pas beaucoup d'espace. Est-ce que c'est mieux de le coller à droite comme ceci? Oui, voilà. Donc j'ai mon objet data, qui est un tableau en JavaScript. Il a compris ici que c'était un tableau JSON et du coup il est capable de faire le parse lui-même, là où on devait le faire manuellement en Ajax traditionnel. On a l'objet JQXHR, qui est un objet qui contient différentes méthodes. Par exemple, done, c'est une fonction de succès, fail lorsqu'on a une erreur, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et on retrouve aussi les propriétés que l'on a vues, comme par exemple le ready state, pour savoir l'état de notre requête, le response text. Donc l'objet JQXHR ressemble à l'objet XHR par défaut que l'on avait. Donc celui que l'on avait vu dans la partie Ajax de la formation. Et enfin, on a text statut qui nous dit simplement que c'est un succès. Imaginons maintenant je tape une URL qui n'existe pas. Je réactualise la page. Je vais le laisser continuer. Je réactualise la page. Et là, dans ce cas-là, on a une erreur. Parce qu'on obtient un truc de type 404. Donc il faudrait l'entourer d'un try-catch pour le capturer. Donc nous, on va revenir sur le cas où on a quelque chose de correct. Et ce que je vais faire, c'est afficher la liste des utilisateurs. Donc ici, hop, les utilisateurs, c'est le name. Donc je vais créer pour chaque utilisateur un LI. Donc l'avantage, c'est que data, c'est déjà un tableau. Donc je peux dire data.forEach. Donc pour chaque item, je vais prendre en paramètre une fonction qui prendra
l'utilisateur en question. Et je vais lui dire, bon ben tu vas créer un nouveau LI. Donc je vais faire un var LI égale, et j'utilise jQuery pour ça. Dans ce LI, je veux que tu rajoutes le texte qui correspondra au nom de la personne. Donc ça sera data. Je m'en souviens déjà plus. .name. Et ensuite ce LI, je veux que tu le rajoutes au UL. Donc le UL, il faut que je le sélectionne avant de faire ma requête Ajax. Donc ici, je vais faire var $UL égale l'élément qui a l'ID users. Et ici, pour pas m'embêter aussi, pour pas me tromper, je vais lui dire, voilà, je veux un $LI. Voilà, pour bien faire la différence. Et ensuite, ce LI, je vais donc l'ajouter. Alors c'est plutôt ul.append et je rajoute au LI. Si vous voulez faire la chose dans l'autre sens, vous pouvez dire, tu prends le LI et tu l'ajoutes à, donc append to, au UL. Voilà, ça fonctionne dans les deux sens, c'est ça qui est pas mal. On se concentre vraiment sur ce que l'on veut faire. Si je réactualise ma page, hop, je vois que j'obtiens mes différents LI. Par contre, ici, j'ai fait une petite erreur. C'est une méthode texte. Hein. Hop, voilà, c'est une méthode qui prend en paramètre le texte que l'on veut injecter dans le LI. Et c'est le nom de l'utilisateur. Donc, c'est user.name dans ce cas-là. Si je réactualise, ça me donne bien les différents utilisateurs. D'ailleurs, je peux simplifier ce code-là en disant je vais prendre le LI et directement rajouter le texte après. Sachant qu'à chaque fois que vous faites une méthode, ça vous renvoie systématiquement le même élément. Si par exemple je lui dis, allez, prends le premier LI, comme ceci, et je lui dis, je veux le texte, je veux définir le texte et je vais mettre salut, ce que j'obtiens en retour, ben, c'est encore une fois l'élément. Donc je peux lui dire, je veux aussi que tu rajoutes la classe active, et je veux aussi que tu changes la couleur. À chaque fois que vous faites quelque chose, vu que ça renvoie l'élément, vous pouvez utiliser le chaînage, c'est-à-dire enchaîner les méthodes les unes sur les autres. Et là, je vais mettre du rouge. Oui, sauf que c'est pas classe, mais add class. Voilà. Donc ça a pris l'élément, ça lui a rajouté la classe active et ça lui a rajouté cette couleur-là. Donc vous pouvez faire pas mal de choses par-dessus. Et je vois ici que j'ai un truc en trop. C'est au niveau de mon HTML. Ici, j'ai mis un LI au lieu de mettre un UL. Ce n'est pas bien grave. Mais vous voyez comment c'est déjà beaucoup plus simple à écrire. Je fais ça avec une requête get et ensuite, lorsque j'obtiens le résultat, je veux faire le reste de mon code. Donc après, il y a aussi une autre façon de l'écrire qui correspond au done et au always et au fail. Si vous descendez, on vous dit, bon, à partir de jQuery 1.5, lorsque vous récupérez les informations, vous pouvez utiliser la méthode done, fail et always dessus. Si je fais ma requête Ajax et seulement ma requête Ajax, c'est-à-dire que je n'utilise pas d'autres paramètres comme ceci, je vois que j'obtiens cet objet-là. Et sur cet objet-là, j'ai différentes méthodes, done, fail et always. Donc ce que je peux faire, je peux refactorer mon code et l'écrire de cette manière-là. Je vais faire ma requête. Lorsqu'elle a fini, done, je veux que tu fasses ce callback-là, cette fonction-là. De la même manière, si jamais elle fail, je peux enchaîner comme on l'a fait pour le sélecteur. Donc je fais ici .fail. Mais tu récupéreras une fonction. Je ne sais pas ce qu'elle prend en paramètre, mais là pour l'instant on va simplement mettre un console.log de fail. Et ensuite, vous avez aussi la méthode always qui se lancera quoi qu'il arrive. Donc là on mettra console.log always. Si je réactualise, je vois que j'ai bien le always qui s'est affiché et les données qui ont été injectées. Donc ce callback et ce callback ont bien fonctionné. Si je me trompe au niveau de l'URL et que je mets n'importe quoi, dans ce cas-là, on aura le callback fail qui va être lancé, puis le callback always, ces deux-là. Si vous voulez connaître les options que prennent ces fonctions en paramètres, elles sont définies ici. Donc dans le cas du fail, on a le JQXHR, le text statut et le error from. Et là, encore une fois, pour inspecter ça, je vais utiliser le debugger. Si je réactualise la page, pouf. Donc error from, ça ne donne aucune erreur. L'objet JQXHR nous permettrait par exemple de récupérer le statut. Donc là, ça a un statut 404, donc ça veut dire que la page n'est pas trouvée. Mais le serveur pourrait nous renvoyer un texte particulier pour nous dire qu'il y a un autre problème. Et dans ce cas-là, on pourrait l'interpréter. Donc après, c'est à vous de faire les choses. Donc l'avantage du always, c'est qu'il est toujours lancé, ce qui peut être très très pratique lorsque vous voulez mettre en place un petit logo de chargement. Par exemple, je peux lui dire, je vais créer une variable loader qui sera une div qui aura le texte chargement à l'intérieur. Et cette div là, je vais l'ajouter
au body. Donc là, je peux faire append to body. Bon, il y a 200 manières d'être plus efficace pour ça, mais là, c'est un exemple. Et ensuite, dans le always, je peux lui dire loader et je supprime l'élément. Donc, c'est la méthode remove. Si j'essaie de refaire un petit essai, donc je vais réactualiser la page, on voit que le chargement s'affiche de manière très courte. Et si je mets en place du throttling, si je simule une très très mauvaise connexion, hop, on voit que le chargement reste affiché un petit peu et se masque. Et ensuite, si je mets une URL qui est correcte, ça va faire la même chose. Ça va s'afficher, puis m'afficher les résultats. Voilà, donc c'est une nouvelle manière d'écrire les choses que l'on retrouve assez peu parce qu'elle est sortie avec la 1.5. Mais elle est vraiment très très pratique et je vous conseille d'utiliser celle-là plutôt que les autres paramètres. Donc de la même manière, si vous voulez poster quelque chose, vous mettez post et vous lui passez des paramètres et après vous faites le reste. Bon, là dans ce cas-là, je crois que ça va renvoyer une erreur. Voilà, effectivement, lorsque j'essaie de poster dans mon réseau, le serveur me renvoie ID 11. Et du coup, lorsque je fais un for each, il panique parce qu'il me dit non, mais c'est pas un tableau. Mais c'est pas grave, vous voyez que là j'ai transformé ma requête en une requête de type post très très simplement. Donc du coup cet exemple marque la fin de cette petite présentation de jQuery. Du coup, est-ce qu'il faut utiliser ou non jQuery? Ça va vraiment dépendre de votre projet. Si vous avez que 2-3 petits trucs à faire en JavaScript, c'est un petit peu bête de charger quasiment 30 kg ou 60 kg de JavaScript juste pour écrire 3 lignes. Dans ce cas-là, vous auriez aussi vite fait d'écrire avec du JavaScript natif. Si vous êtes sur un projet un petit peu plus gros et que vous n'avez pas forcément envie de vous embêter avec les problèmes de compatibilité et que vous devez supporter par exemple Internet Explorer 9, jQuery peut être intéressant parce qu'il va vous permettre d'écrire un code qui est plus concis et du coup plus facile à comprendre. Et c'est lui qui va gérer les différents problèmes de compatibilité. Vous, au niveau de votre code, vous n'avez pas à vous en soucier. Et ça, c'est évidemment intéressant. Donc c'est toujours un juste compromis à faire. Est-ce que j'en ai vraiment besoin ou non ? Ensuite, si vous parlez de jQuery, vous allez très souvent avoir des retours assez négatifs sur cette librairie-là. C'est tout simplement dû à un petit côté élitiste qu'ont les développeurs JavaScript. Le problème de jQuery, c'est que ça masque la complexité qu'il y a derrière. Et souvent, on a tendance à écrire du code jQuery sans forcément se soucier de ce qui se passe derrière. Ce qui peut mener à des problèmes de performance. Par exemple, des mauvais sélecteurs. Lorsque j'écris du JavaScript natif, quand je veux sélectionner un élément, je fais un query selector. Donc je dis explicitement que je veux sélectionner qu'un seul élément. Lorsque j'en sélectionne plusieurs, j'utilise un query selector all. Donc je fais bel et bien la différence. Dans le cas de jQuery, c'est toujours un petit peu embêtant parce que là, effectivement, je sélectionne qu'un seul élément, mais là, j'en sélectionne plusieurs. Et pourtant, la nomenclature est la même. Donc c'est un petit peu problématique à ce niveau-là et ça peut mener à des problèmes. Surtout lorsque l'on débute. Lorsque l'on débute, hop, je vais garder ce code-là, mais je vais écrire un petit peu plus haut. On a tendance à se dire, si j'écris ça, donc on va prendre tous les LI et lorsque je clique dessus, je vais lancer une fonction et cette fonction elle fera un console.log. J'ai cliqué sur un LI. Si on écrit ça, lorsque je clique sur un LI, c'est normal qu'en console on ait marqué j'ai cliqué sur un LI. Le problème c'est que dans la partie, si je reprends mon Ajax et que je le fais refonctionner, on peut être tenté de se dire lorsque je vais cliquer ici, je devrais avoir j'ai cliqué sur mon LI. Et pourtant, on voit que ça ne donne rien. Ça ne donne rien parce que au moment où j'ai bindé ces événements-là, les LI ici n'existaient pas encore. Et du coup, ça ne fait pas les trucs rétroactivement. Et si on écrivait des boucles comme on l'avait écrit ici, c'est un problème qui paraît tout de suite plus logique parce qu'on se dit oui, effectivement, là tu as fait un query selector et tu as bouclé pour greffer les événements click, donc c'est logique que ces nouveaux éléments qui apparaissent après coup, mais pas l'événement. Alors qu'en jQuery, on oublie un petit peu ça et malheureusement, ça peut mener à quelques problèmes. Dernière petite chose, l'utilisation de l'alias $. Beaucoup de librairies ont pris cette habitude d'utiliser $. Et parfois, ça peut mener à des problèmes de compatibilité. Donc de manière idéale, il faudrait utiliser jQuery systématiquement, mais ça rend le code un petit peu plus long. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez utiliser directement une fonction dans jQuery. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous pouvez faire, on va prendre tout notre code. Vous pouvez faire jQuery, et plutôt que de lui passer un sélecteur, vous lui passez une fonction. Et cette fonction, vous lui passez un paramètre $. Et ensuite, je mets simplement un console.log de $. Ici. En fait, qu'est-ce que ça va faire? Ça va directement appeler cette méthode-là.
et ça va lui passer un paramètre $, qui correspondra à jQuery. Et c'est à l'intérieur que vous allez y mettre votre code. Alors, à quoi ça sert de faire ça? Ça permet de s'assurer qu'à l'intérieur de cette fonction-là, $ fera bien référence à jQuery. Si une autre librairie venait à modifier la valeur de $, ben ça n'influerait pas sur ce code-là. Le problème, c'est que si vous laissez le code traditionnel, comme ceci, et pour une raison X ou Y, vous importez une librairie qui fait un var $ égale salut par exemple, si vous réactualisez la page, lorsque l'Ajax va se faire, là on utilisait $ pour sélectionner un élément, mais maintenant $ vaut salut et du coup ça plante complètement. Et du coup on a ce problème que l'on voit en console. Donc le souci c'est que vu que beaucoup de librairies ont tendance à injecter des variables dans ce $ là, mieux vaut l'isoler. Donc voilà, c'est pour ça que souvent vous allez voir le code que l'on a écrit plus haut, c'est-à-dire jQuery, donc l'objet jQuery, on lui passe en paramètre une fonction qui prend en paramètre l'alias. Et ensuite, on lui passe les choses. Donc ça reprend le concept des scopes que l'on avait vu dans la formation. Hein. C'est pour éviter de polluer le namespace entre guillemets global. C'est comme quand on faisait ça. Hein. Si vous vous souvenez, on faisait fonction comme ceci et on appelait directement la fonction. L'avantage, c'est qu'à l'intérieur ici, toutes les variables qui étaient définies ne sont définies qu'à l'intérieur de cette fonction-là, et du coup ne viennent pas polluer le namespace global. Dans le cas de jQuery, le principe est le même. C'est juste qu'on ne veut pas polluer le namespace global avec cette variable $. Donc du coup, on va créer une fonction qui va s'auto-appeler et qui aura la valeur $. Voilà. C'est une astuce, mais que vous allez voir très très souvent, donc je pense qu'il est important de vous la montrer. Donc si jamais vous avez des questions ou si vous avez des trucs spécifiquement sur jQuery qui vous posent problème et que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me le dire. Je voulais vraiment vous faire une petite présentation. jQuery étant moins utile aujourd'hui, je pense que c'est pas forcément nécessaire de faire une formation complète. Mais si jamais vous avez quelques points qui vous posent problème, n'hésitez pas à le dire en commentaire ou venir en parler sur le chat, ça permettra peut-être d'aiguiller de nouveaux contenus. Donc j'espère que cette petite présentation de jQuery vous aura aidé à comprendre un petit peu de quoi il en retourne et je vous donne rendez-vous dans un prochain chapitre. Ciao!